suis très heureux et fier de votre invitation. Je vais commencer comme souvent dans une faculté par dire que je ne vais pas traiter le sujet, que je vais quand même un peu l'aborder, mais je ne vais pas simplement parler de la diplomatie des États-Unis. D'abord, c'est très ennuyeux de ne parler que diplomatie. Deuxièmement, parce que pour les États-Unis, comme pour les autres acteurs internationaux, peut-être un petit peu plus que pour les acteurs internationaux, le diplomate et le militaire marchent tout près l'un de l'autre. Et puis parce que la posture américaine dans ce Moyen-Orient, elle est avant tout déterminée par des analyses géopolitiques. Donc il va bien falloir parler de géopolitique. C'est finalement de la géopolitique, c'est-à-dire des récits que les acteurs se font sur leurs propres intérêts et leurs propres moyens. C'est de ces énoncés géopolitiques que découlent les stratégies diplomatiques et militaires. Donc je vais parler un peu de tout ça, des États-Unis et du Moyen-Orient, un peu plus largement que de la diplomatie. Alors je vais aligner un certain nombre de remarques. Je ne vais pas faire un cours d'histoire, n'ayez pas peur, mais il faut bien entendu commencer par rétro-pédaler quelques décennies en arrière et commencer par rappeler que les grandes liaisons entre les États-Unis et le Moyen-Orient, ça date en gros de l'après-Deuxième Guerre mondiale, et ça date donc de cette période que beaucoup d'entre nous ont connue, même s'ils s'éloignent, qui est la période de la guerre froide. Pendant la guerre froide, les États-Unis s'investissent beaucoup au Moyen-Orient, on verra les définitions régionales tout à l'heure, et vous savez qu'il y avait en gros 3 arguments extrêmement lourds pour leur investissement au Moyen-Orient. Je les cite sans hiérarchie. Le premier, c'était le fait que le Moyen-Orient était le poumon pétrolier de l'Occident. De l'Europe, naturellement, mais des États-Unis aussi, qui importaient une bonne partie de leurs matières premières énergétiques de cette région. On a beaucoup parlé du pacte, du fameux navire sur lequel, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avait été négocié l'accord américano-saoudien. L'accord américano-saoudien, c'est tout simplement tu me donnes du pétrole et je t'assure la sécurité. C'était ça pour les États-Unis. Le poumon pétrolier de l'Occident. N'oubliez pas que le point d'appui de la stratégie de puissance américaine, c'était l'Europe. C'était l'Europe, et que cette Europe était totalement dépendante du pétrole du Moyen-Orient à l'époque. Il n'y a pas de pétrole en Europe. Bon, il y en a très très peu. Le deuxième argument, c'était la proximité de l'URSS. L'URSS, vous savez que c'est une nation essentiellement terrienne et que pour faire sortir ces bateaux, les marins le savent mieux que moi, c'était très, très compliqué. La meilleure façon de faire sortir les bateaux vers ce qu'on appelle les mers chaudes, disons la Méditerranée et au-delà même de l'Atlantique, il faut passer par les détroits, il faut venir de la mer Noire. Et le double blocage possible de la Méditerranée, naturellement, la Turquie d'un côté, Gibraltar de l'autre, pour qui dirigeait l'Alliance occidentale, c'est-à-dire l'Alliance anti-soviétique, c'était stratégiquement absolument déterminant. Et le troisième argument pour la présence américaine dans la région, c'était évidemment Israël. Je n'ai pas besoin d'expliquer que les États-Unis sont un des soutiens majeurs de la sécurité d'Israël, que ce soutien ne s'est jamais démenti, qu'il est toujours aussi fort aujourd'hui, et c'était évidemment la garantie de la sécurité des Alliés. Il y a donc eu de la part des États-Unis durant cette période un investissement diplomatique et militaire absolument constant. Je vais très vite parce que je ne veux pas faire d'histoire, mais il faut se souvenir d'où viennent les rapports entre les États-Unis et le Moyen-Orient. Ça vient de là. Alors, deuxième remarque, parce qu'on va vite en histoire, deuxième remarque, naturellement, la guerre froide, c'est fini. Il y a une sortie au début des années 90 qui ouvre une nouvelle ère de présence des États-Unis dans la région. D'abord parce que le retrait et l'effondrement russe, car c'est un véritable effondrement, laisse les États-Unis seuls dans la région. Jusqu'à 1980, jusqu'à la fin des années 80, il y avait un jeu de puissance dans la région. Je te prends tel allié, etc. Ça s'étendait jusqu'à l'Afrique subsaharienne, comme vous vous en souvenez certainement. Là, pendant 20 ans, les États-Unis vont être à peu près seuls. Ils vont être en gros, au Moyen-Orient, la puissance dominante et même la puissance exclusive dominante. Alors, durant cette période, ils vont hésiter, même en dehors du Moyen-Orient, dans le monde entier, mais en particulier au Moyen-Orient, entre 2 sentiments. Premièrement, le plaisir d'être seul et de pouvoir faire ce qu'ils veulent. Deuxièmement, la peur qu'on leur demande d'être le gendarme partout.
Et la doctrine américaine, à partir du début des années 90, c'est une alternance entre ce savoir de la dominance américaine qui est quasi absolue et qui est la plus spectaculaire dans le domaine militaire, naturellement. Voilà que le micro se fatigue de moi déjà. Donc les États-Unis vont osciller entre le prix. Je préférais quand même avoir un micro. Voilà, ça marche mieux. Voilà, excusez-moi. Dès qu'on voit un amiral s'avancer, le micro a peur, évidemment, ça marche mieux qu'avec moi. Donc, si vous voulez, les États-Unis vont osciller pendant cette période de 10-15 ans entre, d'une part, le plaisir, le savoir qu'ils sont seuls et qu'ils peuvent faire à peu près, ou qu'ils peuvent penser pouvoir faire à peu près ce qu'ils veulent sans counterpart, hein, sans partenaire opposé qui était l'Union soviétique hier, et puis la peur d'être convoqué et sifflé comme les gendarmes du monde. La doctrine Clinton, qui est publiée par le secrétaire à la Défense qui s'appelait Caspar Weinberger, un nom bien oublié aujourd'hui, sauf de ceux qui travaillaient déjà à ce problème dans les années 90. La doctrine Weinberger, c'était « oui, nous voulons bien intervenir, mais après la Somalie où on a été maltraité, etc., on n'interviendra que quand les intérêts des États-Unis seront directement at stake, c'est-à-dire directement concernés, que quand on pourra identifier clairement les modalités de sortie, que si on n'y va pas tout seul, etc. » Ça se traduit, bien entendu, au Moyen-Orient par un double balancement, qui est un balancement classique des débats diplomatiques américains. D'abord, le balancement classique que vous avez tous appris à l'école entre la tentation isolationniste et la tentation interventionniste. Je vous rappelle que George W. Bush, quand il arrive au pouvoir, arrive avec une doctrine isolationniste et que c'est le 11 septembre qu'il fait changer d'avis et qu'il rend fou. Mais les républicains qui arrivent au pouvoir après Clinton, George W. Bush, quand il arrive au pouvoir, arrive sur une position de retrait des États-Unis, de restriction des États-Unis, de restriction des interventions diplomatiques et militaires des États-Unis. Donc il y a toujours ce balancement entre l'isolationnisme et l'interventionnisme. Et à l'intérieur de la tentation interventionniste, il y a aussi une distinction entre l'interventionnisme d'intérêt, car les États-Unis ne sont pas plus des petits saints que nous, ils interviennent pour suivre leurs intérêts, et l'interventionnisme que je qualifierais d'idéologique ou de moral. On considère ça avec un peu de mépris en France. Vous savez bien que les Américains, pour les Français, sont de grands enfants. On considère ça avec un peu de mépris, mais on a tort. Il y a dans l'interventionnisme, dans la démangeaison, dans le prurit interventionniste des États-Unis, souvent, il y a une dimension morale, il y a une dimension idéologique. Hein. Vous savez que les États-Unis sont avec les Français à peu près les seuls peuples de la planète à se penser au nom de l'universalisme, des valeurs morales, etc. À tort ou à raison, ça c'est autre chose, c'est l'idéologie, mais ça fait partie de ce qui constitue la tentation interventionnelle américaine. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que déjà dans cette période, il y a eu un balancement entre, une fois encore, la tentation d'intervenir, à la fois pour ses intérêts ou pour la morale. Par exemple, les États-Unis, en 92, interviennent en Somalie, au nom de valeurs morales, parce qu'on n'a pas le droit de laisser un peuple mourir de faim après les images qui sont diffusées à la télévision américaine, etc. Et ils interviennent aussi au nom de leurs intérêts, bien entendu. Et puis tout d'un coup, ils sont tirés vers le temps de la rétractation et du retour chez soi. Si vous regardez la campagne électorale américaine à l'heure actuelle, vous avez Hillary Clinton qui représente l'interventionnisme classique des démocrates, et vous avez Trump qui représente l'hystérie de l'isolationnisme américain. Rassurez-vous, inquiétez-vous, même s'il était élu président, il ne pourrait pas faire tout ce qu'il dit, c'est-à-dire il ne pourrait pas totalement retirer les États-Unis et de l'OTAN si les Européens ne payent pas, et ceci, etc. Mais il est manifestement l'interprète de la tentation strictement rétractée de la diplomatie américaine. Alors, j'avance dans mon histoire quand même. La troisième étape, c'est évidemment le 11 septembre, qui va déterminer la stratégie extérieure américaine et la position américaine au Moyen-Orient pour une dizaine d'années. Au Moyen-Orient, même dans le Grand Moyen-Orient, puisque vous savez que les États-Unis vont élaborer ce concept de Grand Moyen-Orient, c'est-à-dire cet arc de crise qui va du Maroc jusqu'à l'Afghanistan.
Alors, la réponse au 11 septembre, c'est quoi? Et j'en parle non pas pour le plaisir de faire du rétropédalage, mais parce que ça détermine naturellement la posture d'aujourd'hui. La réponse au 11 septembre, c'est quoi? C'est d'abord la réponse classique, sur laquelle nous devrions réfléchir nous aussi, qui est « il faut répondre ». On ne sait pas quoi faire, mais il faut répondre. Quand on se dit « on ne sait pas quoi faire, mais il faut répondre », on fait quoi? On téléphone aux militaires. Toujours. Parce que la réponse militaire, c'est la plus visible et la plus aisément vendable à l'opinion publique. Toujours. Bon. Donc, on va concevoir une opération militaire, une intervention militaire, et on va la concevoir vaguement dans la région d'où ça vient, encore que ça ne vient pas du tout d'Irak, mais on va la concevoir. Donc, il va y avoir une tentation de l'intervention militaire, bien entendu. J'ajoute que dans la stratégie des États-Unis, la tentation militaire est vraisemblablement sous les dehors pacifiques des États-Unis encore plus grande que la nôtre. Parce que la définition la plus écrasante de la puissance américaine, c'est la puissance militaire. Ils ont naturellement une autre définition de puissance, une puissance économique, une puissance diplomatique, une puissance culturelle, une puissance de tout ce que vous voudrez. Mais là où le différentiel de puissance est le plus grand, c'est évidemment le domaine militaire. Donc il y a une tentation d'utilisation, une tentation de militarisation d'un certain nombre de choix diplomatiques. La deuxième chose qui arrive après le 11 septembre, c'est, je ne suis pas là pour parler de ça, mais c'est quand même important, c'est un basculement idéologique, ce qu'on appellera le néoconservatisme américain. L'idée que les États-Unis sont là pour exporter la démocratie, et l'idée que si c'est des militaires qui exportent la démocratie, ça peut marcher aussi, ce qui est une idée un peu bizarroïde, mais enfin pourquoi, après tout, les militaires qui ne sont que des civils sous uniforme n'exporteraient-ils pas la démocratie? L'histoire semble prouver que ça ne marche pas automatiquement. Enfin, c'est l'idée des néoconservateurs américains. Et puis, il y a aussi, il faut s'en rappeler, l'idée de la protection d'Israël au sens large, dans une région en feu, pour ces nouveaux catholiques qu'on appelle les born again, ou les reborn. C'est-à-dire ces catholiques qui se... Enfin, ces chrétiens, plus exactement, pardon, ces chrétiens qui se redécouvrent dans une interprétation, je dirais, intégrale, pour ne pas dire intégriste de la Bible, qui les oriente sur des options particulières vis-à-vis de la Terre Sainte, etc. Je ne vais pas vous faire du cinéma là-dessus, mais ça a été assez important, non pas chez les néoconservateurs classiques, qui ont une vue politique et idéologique beaucoup plus soft, mais dans un certain nombre de gens qui tournaient autour de George W. Bush. Ça va donner quoi? Ça va donner naturellement ce qu'on connaît depuis 2003, l'intervention en Irak, et le développement d'un intérêt méditerranéen. C'est là que je parle du Moyen-Orient, mais je parle un petit peu plus largement de la Méditerranée, le développement d'un intérêt stratégique méditerranéen. C'est-à-dire que c'est le grand Moyen-Orient dont j'ai parlé tout à l'heure, avec sa focale méditerranéenne. C'est à partir de ce moment-là que les États-Unis commencent à s'intéresser beaucoup plus au Maghreb, ils s'intéressent à l'Algérie, ils s'intéressent surtout au Maroc, ils s'intéressent au Sahel, ils créent au début des années 2000 ce qui deviendra plus tard l'association transsaharienne antiterroriste, au nom de laquelle on fait, avec les 5 pays du Sahel, avec le G5 du Sahel, on fait des manœuvres militaires antiterroristes encore aujourd'hui. Donc l'intervention en Irak, et puis l'orientation stratégique vers les problèmes de sécurité du Grand Moyen-Orient, mais surtout divisé en trois grandes zones qui sont la Méditerranée à l'ouest, le Moyen-Orient, et puis ce qu'on appellera plus tard l'AFPAC. Alors, quatrième remarque, je ne sais pas si vous avez noté qu'il y en avait eu 3 jusqu'à présent. Oui, il y avait la guerre froide, la sortie de la guerre froide et la folie post-11 septembre. La quatrième remarque, c'est l'ère Obama. Alors, l'ère Obama, elle est marquée, à mon avis, par, je suis obligé d'être un peu rapide, hein, elle était marquée par 3 grands types de considérations. Le premier type de considération, c'est qu'il lui faut éponger la catastrophe bushienne. C'est-à-dire qu'il faut éponger l'Irak et l'Afghanistan. Je vous rappelle que Obama a été élu en particulier sur sa promesse de quitter l'Irak et l'Afghanistan.
ce que, by the way, il n'a pas réussi à faire. Enfin, il a réussi à le faire dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps pas. Il y a toujours 10 000 soldats américains en Afghanistan, et il y a toujours 5 000 militaires américains en Irak. C'est pas les mêmes, hein, et c'est pas pour faire la même chose, d'accord, mais ils y sont toujours. Il n'a pas réussi à se dépêtrer complètement de cela. Le grand succès de l'Irak, de l'intervention américaine en Irak, comme vous le savez, tient en 3 acquis. Premièrement, la dislocation d'un État. On n'est pas bien sûr que l'Irak existera, enfin il y a une dislocation de l'appareil d'État, mais la dislocation d'un État, c'est-à-dire qu'on n'est pas bien sûr qu'il y aura un État dans 20 ans. Hein, c'est d'ailleurs un des problèmes majeurs qu'on a à régler. Deuxièmement, le passage de ce qui reste de l'État irakien sous le contrôle de l'Iran. Comme vous le savez, l'Irak est à majorité chiite, l'Iran est la grande puissance chiite locale, et donc les Américains ont offert littéralement sur un plateau à leur grand rival iranien le contrôle de l'Irak. Le gouvernement irakien est contrôlé directement ou indirectement, plus aimablement ou moins aimablement selon les moments, depuis 2003 par les Iraniens, qui sont très malins, donc ils sont très subtils, ils s'en vantent pas, mais tout le monde. Et troisièmement, le troisième acquis, le troisième grand succès de cette intervention, c'est évidemment la naissance d'un nouveau djihadisme. Il ne faut pas croire que l'État islamique est né en 2014. Sous cette dénomination-là, sous la revendication du nouveau, comment dit-on, oui, c'est ça. En 2014, mais l'État islamique vient directement de la radicalisation des sunnites qui se sont virés de l'État, qu'ils avaient d'ailleurs indûment dominé en Irak pendant des décennies, mais qui se sont littéralement marginalisés par le gouvernement chiito-iranien, si je puis dire. C'est là que naît un nouveau mouvement qui, par contraste avec Al-Qaïda, il y a beaucoup de contrastes, mais qui, par contraste avec Al-Qaïda, est un mouvement qui a des racines territoriales. C'est la grande différence. Al-Qaïda, c'est djihadisme mondialisé, c'est-à-dire que ça tape sur le World Trade Center à partir d'un ordre donné peut-être d'Afghanistan pour une organisation qui a été créée en Arabie Saoudite et avec des types qui ont été élevés en Allemagne, en Belgique et en France. Donc c'est vraiment du truc territorialisé, si je puis dire. Hein. L'État islamique, ça a beau ne pas être un État, vraiment avec toutes les caractéristiques d'un État, c'est quelque chose qui est quand même territorialement dessiné et qui a pu être territorialement décidé parce que, une fois encore, l'État irakien a disparu et parce que les tribus sunnites ont été marginalisées. Donc il faut, pour Obama, éponger tout ça. Deuxième caractéristique, la marginalisation, pour combien de temps on n'en sait rien, la marginalisation du conflit israélo-arabe, ou plus exactement du conflit israélo-palestinien. Ce conflit existe bien entendu toujours, mais il est dormant. C'est d'ailleurs, comme vous le savez, la grande stratégie des Israéliens qui pensent qu'ils peuvent arriver, et pour le moment ils y arrivent, à redéfinir ce conflit en termes de conflit à très basse intensité, c'est-à-dire à intensité gérable. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc ce conflit israélo-palestinien qui a souvent constitué l'axe de l'intervention diplomatique des États-Unis dans cette région n'est plus cet axe pour le moment. Hein. Alors cette marginalisation, elle est due à quoi? Elle est due aux faiblesses palestiniennes, aux contradictions palestiniennes, aux divisions palestiniennes, hein. Et deuxièmement à l'intransigeance d'un gouvernement israélien dont on sait qu'il essaie effectivement de ne pas régler le conflit et simplement de le gérer au plus bas niveau de violence possible. Ce qui, une fois encore, pour le moment est possible, on ne sait pas bien combien de temps ça peut durer. Troisième caractère qui marque le temps de la présidence Obama, c'est l'imprécision ou la difficulté à redéfinir les rapports entre les États-Unis et les pays arabes. Les Américains, ils ne sont pas plus bêtes que nous, et Obama est encore moins bête, si je puis dire, que nous, c'est un grand intellectuel, et il s'est dit qu'il fallait non seulement faire des déclarations martiales, diplomatiques, etc., que font tous les présidents des États-Unis, mais qu'il fallait surtout intellectuellement repenser les rapports entre Washington et le monde arabe dans le désastre post-Bush ou post-Irak. Alors,
il va y avoir des événements dont vous vous souvenez certainement. Il y a le fameux discours du Caire en juin 2009, un peu plus d'un an après l'arrivée au pouvoir d'Obama, qui semble, enfin non, qui tend la main aux pays arabes, qui semble vouloir organiser au nom du dialogue des cultures, du respect de la religion extrêmement importante pour les Américains, comme vous le savez. Le discours religieux fait partie du discours politique américain, contrairement à ce qui se passe en France, bien entendu, semble vouloir organiser une nouvelle coexistence entre les sociétés arabes et la société américaine. Pendant un certain temps, on pense que ces relations vont se réorganiser de manière un petit peu plus pacifique avec une intervention américaine qui va changer de visage. En 2013, il y a pourtant une doctrine, on ne peut pas lire toutes les doctrines, bien entendu, il y a une doctrine moyen-orientale qui est publiée et rendue publique par Susan Rice, qui est le conseiller pour la sécurité nationale du président Obama, et qui explique très précisément que la doctrine des États-Unis dans la région est une doctrine de désengagement qui ne peut être contrebattue que par 3 arguments: la lutte contre le terrorisme, la prolifération nucléaire et la sécurité des alliés. Entendez, en gros, la sécurité d'Israël d'abord et la sécurité des pays du Golfe et de l'Arabie Saoudite. Autrement dit, ce qu'on dit, ils le disent moins violemment que moi, bien entendu, parce que c'est un document diplomatique, les États-Unis vont se désengager, ils ne veulent plus être la puissance centrale du Moyen-Orient, mais si on leur fait des ennuis sur l'un de ces 3 points, le terrorisme, la prolifération nucléaire, c'est évidemment l'Iran. Hein. Le terrorisme, l'Iran, ou si on cherche noise à Israël ou directement à l'Arabie Saoudite, vous en faites pas, on reviendra. Et on reviendra, c'est une formule, parce que je vous rappelle que les déploiements militaires américains, les plus lourds déploiements militaires américains dans le monde sont toujours dans le Golfe Persique et dans ces bases qui sont autour du Golfe. Ça n'a pas changé. Le micro fait Tapez dessus. Si vous passez le vote, ça doit Tapez être dessus. à peu près la même chose. Tapez sur le micro. Voilà. Ça marche, merci beaucoup. C'est ça. Et oui, il faut. Ça ne va pas forcément mieux si on tape sur les gens, mais on peut toujours essayer si le reste ne marche pas. Donc il y a ces hésitations de doctrine. On veut établir de nouvelles relations avec les pays arabes, mais dans le même temps, on veut se désengager. D'abord parce qu'on va être occupé ailleurs dans le monde, on y reviendra tout à l'heure, et deuxièmement parce que l'héritage quand même des interventions américaines dans les années 90 et au début du 21e siècle sont quand même pas terribles moralement, et donc on va vous laisser finalement vous débrouiller avec vos propres mouvements et vous débrouiller tout seul et vous laisser plus libre que on voulait le faire précédemment. Alors il y a eu aussi en 2011 les printemps arabes. Les printemps arabes en face desquels la position américaine a été discrète, un peu ennuyée quand même, parce que c'était quand même leurs copains qui se faisaient enlever leur siège sous les fesses, mais finalement assez habiles. Les Français, naturellement, qui ont été plutôt mauvais dans cette affaire, les Français trouvent que les Américains ont été pitoyables. Mais en réalité, les Américains, vous regardez ça d'un petit peu plus loin, les Américains ont été assez subtils. Ils n'ont pas parlé beaucoup. Ils ont lâché qui il fallait lâcher quand il fallait, en soutenant, etc. C'est une stratégie qui ressemble beaucoup à Obama, qui est un homme extrêmement subtil. Alors, ça a eu un bon côté, c'est-à-dire que les Américains ne se sont pas fait une fois de plus épingler comme étant toujours du côté des dictatures. Ça leur est quand même pas mal arrivé dans leur... nous aussi, hein, bien entendu, mais ça leur est quand même pas mal arrivé dans leur histoire depuis les années 60. Hein. Mais ça a eu un effet géopolitique assez catastrophique dans la région. C'est-à-dire que leurs copains qui sont restés sur leur trône se sont dit, mais si il nous arrive quelque chose, et ils vont nous lâcher du jour au lendemain. Et c'est en particulier ce que se sont dit les Saoudiens, qui sont démocrates, qui sont des grands démocrates, comme vous le savez, et qui n'ont donc qu'une peur, c'est qu'il y ait quelque chose qui ressemble à un printemps arabe dans leur pays, et qui se sont dit, mais si ça arrive chez nous, les Américains vont nous lâcher en 7 secondes. Bon. Et de là date
pour un certain nombre de régimes arabes qui sont des piliers quand même de la présence psychologique américaine dans la région, en particulier toutes les monarchies du Golfe, de là date un doute extrêmement important sur l'engagement des États-Unis dans la région et sur la crédibilité de l'allié américain. Et une grande partie de ce qui se passe à l'heure actuelle découle de ce constat. Les Américains nous disent qu'ils vont foutre le camp. Ils nous disent que l'avenir du monde est en Asie-Pacifique et qu'ils vont basculer une partie de leur déploiement militaire, etc. Et ils partent vers l'Asie-Pacifique et ils nous laissent. Et deuxièmement, quand il y a un coup dur politique, finalement, ils retournent leur veste extrêmement vite, et le vendredi soir, ils sont auprès de Moubarak, et le samedi matin, ils sont auprès des manifestants de la place Tahrir. Bon. Alors c'est très caricatural comme description, bien entendu, mais c'est comme ça que ça a été ressenti dans un certain nombre de pays arabes. Alors, cinquième remarque, c'est la dernière, mais elle va être un petit peu longue. Cinquième remarque, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Pour décrire, c'est une situation assez compliquée. Je vais paraphraser cette fameuse expression de Raymond Aron, vous savez, sous la dissuasion nucléaire, c'est un temps de guerre impossible. C'est un temps de guerre impossible et de paix improbable. Et j'aurais envie de dire que pour les États-Unis, leur rapport avec le Moyen-Orient, c'est un réinvestissement improbable, mais un désengagement impossible. Alors, quels sont les grands éléments de la posture américaine à l'heure actuelle? Une fois encore, on est là pour discuter, on discutera tout ça, j'essaie de faire vite. Le premier, c'est une certaine fatigue de l'extérieur. Je pense que ce qu'on leur a demandé dans les années 90 et ce qu'ils ont fait sans qu'on leur demande dans les années 2000 a produit une fatigue de l'extérieur, une fatigue des demandes qui, de toutes les régions du monde, viennent vers les États-Unis pour qu'ils fassent ceci, pour qu'ils interviennent, etc. Il y a une terrible fatigue de l'extérieur aux États-Unis. Et il y a un non-interventionnisme de droite républicain dont je vous ai déjà parlé, qui pourrait d'ailleurs, dans les années à venir, si Oresco Referens, M. Trump était élu, pourrait être boosté par son élection. Une fois encore, je répète que Donald Trump, The Donald, comme on dit, ne fera certainement pas la moitié du quart du 12e de son programme, annoncé, bien entendu, mais il resserrera les États-Unis vraisemblablement sur une position rétractée et non interventionniste. Il y a à gauche du système politique américain, si jamais ça veut dire quelque chose, par exemple du côté de Sanders, qui a quand même joué un rôle important dans la campagne américaine, il y a une réticence vis-à-vis de l'interventionnisme militarisé des États-Unis. Je ne dis pas que les États-Unis sont une puissance militariste, mais dans la facilité avec laquelle aux États-Unis, depuis quelques décennies, on traduit la tentation d'intervenir par la force militaire. Ce qu'on appelait le wilsonisme botté dans les années 2000. Le wilsonisme, c'est l'héritage du président Wilson de la Première Guerre mondiale, c'est l'Amérique morale, mais botté parce qu'on exporte l'Amérique morale avec des uniformes. Bon, il y a une réticence qui a été exprimée dans la campagne électorale par Sanders, mais qui a été exprimée aussi par Obama lui-même, qui a écrit un article très intéressant au début de cette année, expliquant qu'une chose qui l'avait gêné dans sa présidence, c'était les lobbies à Washington qui tiraient vers une interprétation militarisée de la volonté de présence extérieure des États-Unis. Au-delà de cette fatigue de l'intervention, qui ne veut pas du tout dire que les États-Unis ne vont plus intervenir du tout, bien entendu, une puissance comme les États-Unis ne peuvent pas rester chez eux, ce qui risque de moduler cet interventionnisme. Il y a bien entendu une fatigue de la région. La région en a peut-être marre, si je puis dire, des États-Unis, du moins dans certains endroits, mais les États-Unis en ont marre de la région aussi, croyez-moi. L'héritage irakien, l'échec face à Israël, l'échec de la présidence d'Obama face à Israël, bien entendu, qui est un échec total. Et puis, cette idée que, effectivement, le monde bascule vers l'Asie,
Pas violemment, bien entendu, hein. L'Europe c'est toujours important, le Moyen-Orient c'est toujours important, mais enfin, les choses importantes, c'est quand même l'émergence de la Chine, c'est quand même qu'est-ce qu'on va faire avec la Chine, c'est quand même qu'est-ce que la Chine va faire du Japon, de la Corée, etc. N'oubliez pas, il faut rappeler ça de temps en temps aux Européens, que l'histoire des guerres américaines, avant tout ce dont je viens de parler, l'histoire des guerres américaines est essentiellement une histoire pacifique, si je puis dire, une histoire du Pacifique. Les grandes guerres américaines sont des guerres du Pacifique. La Deuxième Guerre mondiale pour les États-Unis, c'est d'abord la guerre du Pacifique, c'est pas la guerre en Europe. La guerre du Vietnam, c'est 57 000 morts et c'est en Asie, etc. La guerre de Corée aussi. Hein. Donc le phylum pacifique ou du Pacifique chez les Américains, c'est quelque chose de très profond et à raison de plus quand il y a la Chine qui se profile. Il y a un autre argument, bien entendu, qui est le pétrole. Les États-Unis développent, comme vous le savez, une production de gaz de schiste et de pétrole de schiste. Quand nos raffineries sont en panne, nous importons, même c'est bien des États-Unis, sans crier trop sur les toits, comme depuis un mois en France. Les États-Unis, il y a des discussions sur le fait de savoir s'ils pourront être presque autosuffisants et pendant combien de temps, pendant combien de décennies. Parce que, comme toujours avec le pétrole, le gaz, etc., il y a des différences entre les réserves pensées, les réserves trouvées, les réserves prouvées, etc. Enfin bref, vous connaissez ça mieux que moi. Tout ce qu'on sait, c'est que, bien entendu, aujourd'hui, les États-Unis dépendent de l'extérieur pour à peu près 40%, je ne vais pas vous donner beaucoup de chiffres, hein, pour à peu près 40% de leurs importations pétrolières, donc dépendent pour le pétrole de 40% des exportations, des importations, et que dans ces 40%, il y en a 50% seulement qui viennent du Moyen-Orient. Ça fait donc à peu près 20%. C'est beaucoup 20%, hein, mais les États-Unis se fournissent dans beaucoup d'autres bassins pétroliers du monde. Et c'est surtout un chiffre de beaucoup inférieur à ce qu'il était il y a 20 ou 30 ans. Sur cette tentation du désengagement, ou contre cette tentation du désengagement, il y a des tas d'arguments. D'abord, le Moyen-Orient reste le poumon pétrolier des alliés des États-Unis. Même si ce n'est pas le poumon central des États-Unis, encore que ça leur est utile, le Moyen-Orient reste le poumon des pétroliers des alliés des États-Unis. Bien sûr, nous avons diversifié nos approvisionnements, même en France, tout ne vient pas du Moyen-Orient, bien entendu. Mais enfin, la région méditerranéenne Moyen-Orient reste le poumon des États européens qui sont les États alliés prioritaires des États-Unis. Que font les États-Unis s'il y a interruption des fournitures de pétrole? Ils ne peuvent pas fournir tous les Européens en pétrole. Donc ça, si vous voulez, quand vous êtes une puissance mondiale, vous êtes obligé de vous occuper de ça. Le Moyen-Orient demeure le poumon pétrolier du Japon et de la Chine. Alors vous allez me dire, le Japon c'est des amis, la Chine c'est pas des amis. Ah oui, mais enfin, les États-Unis n'ont absolument aucun intérêt à ce que l'approvisionnement pétrolier de la Chine soit interrompu. Vous imaginez ce que ça donne au niveau des équilibres mondiaux. Et de même pour le Japon qui n'a pas une goutte de pétrole, comme vous le savez, sur son territoire. Or, les États-Unis sont les seuls, avec leur puissance navale, à pouvoir assurer la sécurité des communications maritimes de ce pétrole quand il sort du Golfe. Il n'y en a pas d'autre. Dans 50 ans ou dans 40 ans, la Chine, qui est en train de se bricoler une marine de haute mer, arrivera peut-être, pas au Moyen-Orient avec ses bateaux, mais arrivera peut-être pas très loin. Bon, pour le moment, les États-Unis sont les seuls. Donc, ils sont en quelque sorte les garants de l'approvisionnement pétrolier mondial, ou du cœur de l'approvisionnement pétrolier mondial. Il n'y a pas que le Moyen-Orient dans la vie, il y a le Venezuela, il y a l'Afrique, il y a tout ce que vous voulez, hein. Mais enfin, c'est quand même une bonne partie de la production. Les États-Unis sont les garants de cet approvisionnement pétrolier, qui est une condition absolument essentielle de l'équilibre du monde. Je ne suis pas en train de faire des grands déclats, c'est pas compliqué à comprendre. Le troisième argument qui s'oppose à ce désengagement pétrolier, entre guillemets, c'est tout simplement que l'Arabie Saoudite et ses amis, si je puis dire, contrôlent quand même une très grosse partie de la production pétrolière mondiale, et encore pour un moment. Et l'Arabie Saoudite, qui a un pétrole extrêmement facile à extraire, peut jouer très facilement de son volume de production. Quand vous êtes américain, vous ne pouvez pas.
Et quand vous êtes, je ne sais pas où, en Norvège, vous ne pouvez pas non plus. Parce que c'est sous l'eau, c'est compliqué à gérer, etc. L'Arabie Saoudite peut très facilement, d'ailleurs vous lisez ça dans les journaux tous les 15 jours, là, elle remonte de 3 millions de barils par jour, ou elle baisse de 4 millions de barils par jour à la suite du dernier sommet de l'OPEP, par exemple. Là, à Vienne, l'OPEP s'est réuni, ils ont décidé de monter de ça. C'est essentiellement l'Arabie Saoudite qui peut jouer là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que c'est l'Arabie Saoudite qui joue un rôle clé dans la détermination des cours du pétrole mondiaux. Et si les cours du pétrole mondial s'effondrent, si les cours s'effondrent, à l'heure actuelle, ce n'est pas seulement à cause de l'Arabie Saoudite, bien sûr, c'est en grande partie à cause de la crise économique, du ralentissement de la croissance chinoise, c'est-à-dire d'une certaine baisse de la demande. Mais c'est surtout parce que l'Arabie Saoudite a intérêt à baisser les cours du pétrole pour que l'exploitation des pétroles de schiste aux États-Unis, qui coûte très cher, ne soit plus intéressante, tout simplement. Hein. L'Arabie Saoudite essaye d'avoir la peau du système pétrolier américain. C'est aussi simple que ça. Enfin, non, c'est pas aussi simple que ça, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais enfin, il y a absolument. Donc, si vous voulez, il se trouve toujours au Moyen-Orient quelque chose d'absolument fondamental, qui est, dans le domaine pétrolier, la circulation, la garantie de la libre circulation du pétrole, et du gaz, hein, et puis la maîtrise des taux, la maîtrise du prix du pétrole. Pour ces raisons, l'idée que les États-Unis puissent se laver les mains du Moyen-Orient en disant on n'a plus besoin de son pétrole, donc débrouillez-vous avec les Arabes qui sont là-bas, tout ça n'est évidemment pas sérieux. J'en conclus que, si vous voulez, s'il y a une rétraction possible des États-Unis, il n'y a pas de désertion possible des États-Unis de cette région. Pour la raison pétrolière, pour une raison sur laquelle je n'ai pas beaucoup parlé, mais on y reviendra certainement dans la discussion, qui est la raison terroriste. Leurs alliés sont menacés directement par le terrorisme. Et pourquoi est-ce que les États-Unis ne seraient pas menacés par le terrorisme? Ils l'ont déjà été, et lourdement. Pour l'argument israélien, Israël pour le moment est un conflit dormant, mais nul ne sait si ce conflit ne va pas être animé un de ces jours. Or, les États-Unis sont toujours, pour des raisons intérieures que vous connaissez, sur une position extrêmement ferme de soutien à Israël. Et puis, dernier argument, tout simplement parce que la région semble, depuis quelques années, en particulier depuis 3 ans, être le nouveau cadre de ce qu'on appelait dans l'histoire diplomatique autrefois un nouveau grand jeu. C'est le retour de la Russie. Vous savez quelles sont les raisons du retour de la Russie, on y reviendra tout à l'heure si vous le souhaitez. D'abord, la Russie a toujours été dans la région, depuis des siècles. Deuxièmement, elle est une puissance proche, il suffit de regarder une carte pour savoir que la Russie est à côté. Troisièmement, elle avait des intérêts directs en Russie, des intérêts militaires importants, mais des intérêts humains. Ils sont déployés en Syrie depuis longtemps, il y a des liens familiaux, des liens humains, etc. Ils sont très liés maintenant, les Russes, avec Israël, comme vous le savez, ils sont un des principaux soutiens de la politique israélienne. Il y a 2 millions de juifs russes en Israël sur une population de 8,5 millions d'habitants. 2 millions, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Et puis, il y a évidemment l'argument terroriste. Il y a à l'heure actuelle dans les rangs de Daesh 3500 Russes. Alors vous allez me dire, à côté de 3000 Tunisiens, évidemment, il y a quand même 140 millions de Russes, donc ça fait pas beaucoup. Bah si, ça fait beaucoup parce que les Russes, ils savent ce que c'est que le terrorisme caucasien. Ils n'ont pas envie que ces gens reviennent chez eux. Donc ils préfèrent, si je puis dire, les traiter sur place. Puis le dernier argument pour que les Russes soient en Syrie, c'est évidemment l'Ukraine. Pendant que les Russes démontrent en Syrie qu'ils sont efficaces, qu'ils sont raisonnables, et que l'Occident a besoin d'eux, le problème ukrainien disparaît. Et ça, c'est un des plus grands succès de la diplomatie russe, qui a oublié d'être bête, croyez-moi, c'est un des plus grands succès de la diplomatie russe de ces derniers mois. Au-delà de la Russie, écoutez, il y a la Chine qui se profile aussi dans la région. La Chine qui commence à être présente, la Chine qui est assez présente vis-à-vis à côté de l'Iran, qui est à côté de la région, et qui s'investit de plus en plus via l'Afrique ou directement dans le jeu pétrolier de la région. Et puis vous avez l'ensemble des rivalités régionales, dont vous n'avez pas besoin que je vous en parle, je vous en donne simplement la liste.
les rivalités entre les Perses et les Arabes, vous pouvez mettre des noms d'États sur cette rivalité, entre les Arabes et les Turcs, entre les sunnites et les chiites, entre les régimes installés et leurs propres terroristes, entre les terroristes eux-mêmes, parce qu'ils se bouffent le nez entre eux, voire la Syrie, entre les traditions modernisatrices des pays arabes qui existent et les positions traditionnalistes, etc. Avec le jeu de toutes les puissances, les grandes puissances, toutes sauf l'Europe, ce qui prouve que l'Europe n'est pas une grande puissance, et les grandes puissances régionales, qui sont peut-être petites quand on les regarde du haut de notre fauteuil, mais qui sont des puissances vraisemblablement régionalement déterminantes, la Turquie, l'Iran, l'Arabie Saoudite, etc. Je termine en constatant que j'ai été trop long, donc en vous demandant de me pardonner, et en vous disant que, comme toujours, pour cette région, les États-Unis se disent une chose très simple: tout commence au Moyen-Orient, mais rien n'y finit. Donc il faut qu'on y soit. C'est compliqué parce qu'il n'y a pas de solution univoque à l'ensemble des conflits que je vous ai décrits. Il n'y a pas de solution sans présence américaine. La présence américaine ne garantit pas une solution, mais il n'y a pas de solution sans présence américaine. Quand je parle d'Israël-Palestine tout à l'heure, les Américains n'ont pas la solution politique pour Israël et Palestine, mais ils sont les seuls acteurs qui sont acceptés par tous les combattants. Paradoxe. Donc ils seront forcément une part de la solution. Les Européens sont rejetés par Israël, les autres sont rejetés par les Palestiniens. Les Américains sont les seuls qui soient acceptés par tous. Donc si vous voulez, les Américains n'ont pas la solution, mais ils sont forcément une partie de la solution. Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas partir. Et puis il y a enfin pour les États-Unis quand même la nécessité de dissiper le doute qui s'est installé, qui s'est insinué depuis une petite décennie dans la tête de leurs alliés arabes sur leur utilité et leur crédibilité. Et ça, quand vous êtes une puissance, vous ne pouvez pas tolérer que votre crédibilité soit mise en cause. Pour toutes ces raisons, il faut encore, je le répète, le jeu des États-Unis vous apparaît peut-être à travers toutes ces remarques foisonnantes extrêmement compliquées aux États-Unis, ou extrêmement compliquées au Moyen-Orient. Quand on essaie de regarder ce qui se passe dans les choses sont rarement simples, c'est effectivement extrêmement compliqué, mais surtout au Moyen-Orient. Et donc, pour cette raison, il est assez difficile de prévoir la stratégie américaine à venir dans cette région. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les États-Unis sont au Moyen-Orient et qu'ils y sont pour longtemps. Merci beaucoup.